Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Edith Lassia. Bonjour Edith, comment vas-tu? Bonjour Elena, je vais confinement bien, très bien. Ok, Merci. super. Oui, c'est vrai qu'on est dans une période un peu particulière pour l'instant puisqu'on est en plein confinement. Donc toi Edith, tu es mentor des femmes d'influence, tu es spécialiste du réveil de la puissance féminine, descendant de lignée d'amoureuses et tu es en couple depuis 33 ans. Et c'est sur la thématique du couple que je voulais t'interviewer aujourd'hui, puisque tu as également des formations en ligne, on va en parler après. Mais avant tout, hein, pour les personnes qui nous découvrent pour la première fois sur cette chaîne, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Elena Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. Mon travail consiste à aider mes clients à oser changer de vie et à vaincre leur peur de passer à l'action. Et donc, c'est pas une thématique, mais dans l'accompagnement et le changement de vie, ça passe aussi évidemment par le couple, parce que beaucoup de gens que je peux accompagner veulent se séparer, mais n'osent pas forcément se séparer parce qu'ils ont peur. D'autres n'arrivent pas à être en couple, d'autres ont toujours des mauvaises expériences qui se répètent. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de t'interviewer Edith, sur ce sujet. Donc je te laisse la parole. Et voilà. Le couple, c'est la plus merveilleuse aventure qu'on puisse vivre dans une vie. Et quand je dis aventure, c'est que ça n'est pas un long fleuve tranquille. Un couple, c'est une construction au fil du temps. Ça peut commencer par parfois un malentendu. Beaucoup de couples qui ne durent pas sont partis d'un malentendu. Ça peut commencer par une rencontre qui nous dépasse, mais qui est la bonne. Moi, ça a été mon cas. Jamais je n'aurais rencontré mon mari sur Tinder parce qu'il n'aurait pas du tout correspondu à un casting préparé. Et les couples sont vraiment un chemin. Alors, tu disais, en effet, je suis descendante de lignée d'amoureuses. Alors, peut-être pour expliquer ce que c'est, parce que je me souviens que tu m'avais posé la question, et qu'est-ce que c'est être une descendante de lignée d'amoureuses? Et je dis souvent que il y a des gens qui peuvent descendre de lignée d'artistes. Ils ont les codes, ils savent, pourront devenir des artistes fantastiques parce qu'ils ont été très tôt baignés dans ce jus. Il y a ceux qui vont être descendants de grands entrepreneurs, des lignées d'industrie. Il y en a qui vont descendre de lignées de médecins, d'enseignants, etc. Et ce que je veux dire que quand on est descendant d'une certaine lignée, c'est qu'on a capté les codes et on a à l'intérieur de soi les clés, les réponses à certaines questions délicates. Et dans mon cas, c'était que ce soit ma grand-mère ou ma mère, des couples longue durée, des couples avec une vraie histoire d'amour, avec une vraie rencontre, et surtout beaucoup de respect mutuel. Quand les uns parlaient des autres, c'était toujours avec un respect, une sorte d'admiration dans les yeux des femmes pour les hommes, dans les yeux des hommes pour les femmes. Et je pense que le couple, pour moi, c'est avant tout une rencontre et une admiration mutuelle. Je pense qu'on a profondément besoin d'admirer l'autre. Et en admirant l'autre, quelque part, c'est le reflet de notre propre grandeur. Donc ça, c'est un des aspects du couple qui me marque beaucoup. C'est que ce qui fait qu'un couple dure, c'est cette reconnaissance de l'importance de l'autre dans notre vie pour, je dirais, presque compléter. Je dirais pas réparer parce qu'on n'est pas là pour se réparer l'un l'autre. Il y a des psys pour ça, il y a des thérapeutes et c'est très bien. Mais c'est vraiment une histoire de compléter. Pas chercher. Je donnais l'image à une de mes clientes que j'ai en mentoring par rapport à son business, mais en fait, on parle aussi de sa vie privée. Et je lui disais, tu vois, finalement, si je devais donner 3 images, on va partir de l'image du yin et du yang. Le yin avec du yang dedans, le yang avec du yin dedans, qui crée un mouvement, une rotation. Après, on peut imaginer cette même sphère zébrée, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. On a tout mélangé. Il faut que ça part de noir, ça part de blanc, que tout se mélange, qu'on soit capable de tout faire ensemble, de tout construire ensemble. Je m'intéresse au déverso, il faut qu'il s'intéresse au déverso. Il s'intéresse à ça, je m'intéresse à ça. Et on doit tous ensemble être dans la même vision permanente. Puis après, il y a le couple où tout s'est tellement mélangé que tout est gris. Il n'y a plus de nuance. On ne fait qu'un. Et pour moi, il y a 2 dangers. Le premier, c'est de ne faire qu'un, et tout devient gris. On est tellement, c'est comme disait Lucchini, je déteste ces couples qui disent « Ah oui, on est allé au Maroc, on n'a pas aimé. Hein. » Le on. Le on qui est une espèce de mélange informe de 2 personnalités qui se sont perdues. Si je reprends le zébré, il faut vraiment qu'on soit à égalité. Tout ce que tu fais, quelque part, il faut que j'aille le faire aussi. Je veux que tu t'intéresses aux mêmes choses que moi, etc. Moi, j'y crois pas. Par contre, que chacun garde une entité forte, une présence, une personnalité,
des goûts, des attentions, mais suffisamment de part de l'autre en soi pour que ça fonctionne et on arrive au yin et au yang, c'est génial. Si je pense à mon mari, par exemple, il est passionné par tout ce qui est scientifique, toutes les énergies renouvelables, etc. C'est sa passion. Le vol, il était pilote. Moi, c'est plutôt le dev perso, la spiritualité. Je vais pas lui demander, dans la formule zébrée, de faire tout ça avec moi. Il va pas me demander. Par contre, je vais régulièrement dans sa passion faire des petites parts qui m'intéressent. On a volé ensemble. On parle de certains sujets qui le passionnent. Et lui, de temps en temps, vient aussi dans ma passion. Mais des petites bulles, comme la bulle du yang dans le yin. Donc, pour moi, le couple, c'est vraiment la capacité qu'on a à se compléter, ne pas fusionner et à créer une dynamique du mouvement. Quelque chose qui fait que l'autre, par sa différence, il nous enrichit. Est-ce que ça te parle? Oui, tout à fait, ça me parle. Du coup, je suis très attentive à ce que tu partages. Et d'ailleurs, tu me devances dans les questions que je voulais te poser. C'est vraiment Oh. très intéressant, finalement, garder cette unicité, comme tu viens de le dire. Et je pense qu'effectivement, ça peut jouer sur le long terme. Ça pourrait être, je pense, une des clés d'une longévité de relation, hein, parce que j'ai tendance à dire que parfois, on a tous un système de valeurs qui est différent et que ce qui se passe, et là où ça crée des conflits, c'est quand on veut imposer à l'autre notre système de valeurs ou nos valeurs à nous, qui ne sont pas forcément les mêmes valeurs que l'autre à la base. Et je vois beaucoup de conflits humains de manière générale entre les personnes, des conflits au niveau des associés, des conflits au niveau des parents-enfants, des conflits au niveau du couple, Oui. justement de personnes qui veulent imposer leur mode de fonctionnement à l'autre. Donc c'est vraiment très intéressant ce que tu partages. Du coup, on en a parlé hors interview, mais je voulais quand même te poser la question. Est-ce que le principe est le même pour les couples homosexuels? Parce qu'on en parle en fait très peu, hein, des couples homosexuels, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus, on en parle de plus en plus de l'homosexualité, la bisexualité. Et j'ai l'impression qu'on ne peut pas tous se retrouver dans la case finalement hétérosexualité, un couple avec un homme et une femme, forcément. Et du coup, est-ce que tu penses que les principes de couple qui durent sont exactement les mêmes chez un couple homosexuel, donc femme-femme, homme-homme, que chez un couple justement hétérosexuel? C'est une bonne question. Ça n'est pas ma spécialité personnelle puisque ça n'est pas mon vécu, mais je suis et j'ai toujours été entourée de couples homosexuels, hommes et femmes. Et ce que j'ai pu observer dans les couples qui ont duré des années et même qui ont adopté des enfants, c'est qu'il y avait, je dirais, une certaine répartition des rôles et des identités. Il y en avait un qui avait un principe plutôt yang et un qui avait un principe plutôt yin, en complémentarité. Donc, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait beaucoup de complémentarité dans leur couple. Et je me souviens de ce couple d'amis du Luxembourg qui ont adopté un petit... Non, elles n'ont pas adopté, j'ai une bêtise. Par insémination artificielle, l'une d'entre elles a porté un bébé qui était un petit garçon. Et on avait beaucoup parlé parce qu'elle venait dans notre maison d'hôte à l'époque, on avait beaucoup sympathisé. Et justement, j'ai attiré beaucoup de couples homosexuels dans notre maison d'hôte parce que peut-être je dois émaner cette ouverture. Mais bon, en tout cas, ce qu'elle m'avait expliqué au début, c'est qu'elles avaient choisi d'abord qui allait porter le bébé. Et ça m'avait beaucoup touchée. Il y en avait une qui a dit, voilà, moi je le sens plus juste pour moi. Si tu es d'accord, c'est moi qui porte. Elle a eu le bébé. Et le bébé, ce petit garçon, à l'époque, il avait 3 ans, moi, quand je l'ai connu, il avait 2 mamans. Mais une maman qui reprenait un rôle plus de papa, c'est-à-dire, on dira plus social, plus cadrant. Et l'autre, celle qui avait porté le bébé, était la maman plus yin, qui était dans le côté plus fusionnel, elle l'avait allaité, elle était plus sa maman. Donc déjà, j'avais observé, en discutant avec elle, qu'il y avait une répartition des rôles. Plutôt le papa vers l'extérieur, etc. Et en plus, elles avaient fait un truc que j'avais trouvé génial, elles avaient trouvé un parrain. C'est-à-dire qu'il y avait en plus une dimension, une image masculine, une représentation masculine par le parrain, qui n'était pas le père biologique, mais le parrain, pour éviter qu'il y ait la confusion. Donc, il y avait ce parrain qui représentait un homme dans tout son classicisme. Ça m'avait beaucoup intéressée et j'ai aussi des amis de longue date homosexuels masculins qui ont aussi adopté. C'est beaucoup plus compliqué. C'était plus compliqué, ça a été accepté plus tardivement. Et ce qui m'a beaucoup marqué aussi chez mes amis homos, c'est que il y a deux cercles qu'ils ont dû traverser. Le premier, c'est la reconnaissance de leur homosexualité au sein de leur famille et du cercle proche. Il y a ceux pour qui ça se fait naturellement
lucky, génial, c'est top. Et ceux pour lesquels il y a une réticence. Et moi, c'était il y a 30 ans, mes premiers amis homosexuels. Et il y a 30 ans, c'était peut-être plus difficile que maintenant, tu vois. Mais le premier cercle, c'était ça. Reconnaître et l'annoncer, le coming out, à l'intérieur de la famille. Puis le deuxième cercle, c'est le regard de la société. Et là, les cultures varient en fonction qu'on est dans une grande ville à Paris ou dans une petite ville de province, en fonction, il y a plein de choses. Il y a aussi ce que j'ai vécu chez d'autres amis proches, c'est un coming out tardif, des gens qui sont en couple, j'ai vécu les deux, un homme qui est marié, qui a 3 enfants avec une femme et qui a 35 ans réalise qu'il s'est trompé et sa vraie nature, c'est d'aimer un homme. Et donc c'est tout ce remaniement de sa vie qui a été compliqué. Et l'autre, c'est un homme dont la femme, aussi après avoir eu des enfants, a révélé qu'elle préférait les femmes. Donc, il y a tellement de configurations, tu sais. Je pense que ça demande beaucoup d'ouverture de l'extérieur, de respect et d'observation. Observer. Mais c'est les mêmes règles, je dirais, que pour tous les couples. Un couple, ça tient sur du respect et une capacité de faire face au monde extérieur. C'est ça. Comment le monde extérieur peut être porteur ou comme un virus, tu vois, qui essaie de s'infiltrer de façon négative. Quand j'ai connu mon mari, je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué, ça. Et ça marque les amis auxquels on le raconte des années après. Moi, à l'époque, j'étais chez Cartier, j'avais un gros poste chez Cartier, j'étais en couple, et je rencontre Christophe et je tombe raide amoureuse de lui, pareil. C'est vraiment une histoire d'âme, c'est lui. Et tout notre environnement ne comprenait pas que je puisse lâcher un garçon qu'ils avaient appris à aimer sur le temps pour aller vivre avec Christophe. Et bien, pendant 1 an, on s'est coupé du monde. On a dit à tous nos amis, terminé. Là, c'est notre histoire. On ne veut pas d'influence extérieure. On va solidifier notre lien, on va le construire. Et en fait, on s'est isolé pendant 1 an dans une bulle à nous pour construire quelque chose qui nous ressemble et ne pas être impacté par l'extérieur. Et je pense que peut-être que pour des couples qui se sentent atypiques ou pour lesquels l'environnement n'est pas positif, la première chose à faire, on se remet dans la bulle du couple qu'on veut construire ensemble. Et on se confine quelque part. C'est ça. C'est une forme de confinement. Et on l'a vécu pendant 1 an et après on a fait notre sortie et on s'est mariés officiellement, machin. Mais sans cette bulle, je n'aurais peut-être pas résisté aux influences extérieures. Ça. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, tout à fait. Tout à fait, ça me parle beaucoup. L'histoire de la bulle. Et justement, c'est une question un peu particulière peut-être, mais tu l'as dit, en fait, tu l'as très bien dit, il y a 30 ans, c'était plus difficile que maintenant. Quand je suis née, il y a 32 ans, je pense que l'homosexualité était encore considérée comme une maladie. Donc, je pense qu'il y a du chemin qui a été fait depuis. Maintenant, évidemment, ce n'est pas encore accepté de manière unanime partout. Est-ce que tu penses qu'on va vers une société qui va de plus en plus accepter? Parce que j'entends souvent c'est pas naturel en fait, mais j'ai envie de dire, chez les espèces animales, il y a quand même 400 espèces animales qui ont des comportements homosexuels, donc qui vont se reproduire avec le couple, enfin avec un couple, voilà, de l'autre sexe, mais qui vont rester en fait en couple homosexuel, tu vois. Il y a quand même 400 espèces animales, donc du coup, c'est intéressant de voir que les mentalités évoluent, mais que c'est pas encore vraiment si accepté. Et je connais des gens qui peuvent en souffrir, tu vois, dans leurs relations personnelles. Tu sais, la question naturelle ou pas, quelque part, on s'en fout. Mm-hmm. C'est naturel ou pas. Et après, c'est une réalité. C'est la réalité de la personne qui le vit. Point barre. Que ce soit naturel ou pas naturel, moi je mens. Ok, c'est son histoire, c'est sa vie, c'est sa façon d'être bien. Respect. Parce que tu l'as dit, tu as toi-même été confronté avec ton mari la première année quand vous vous êtes rencontrés à des personnes qui ne comprenaient pas vos choix. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui, encore aujourd'hui, je connais des gens proches de moi qui ont par exemple annoncé leur homosexualité à leurs parents et qui se font rejeter de leur famille, tu vois, qui c'est extrêmement. Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est vrai, bon, moi, ce n'est pas le cas pour mes enfants. En tout cas, à ce jour, je n'ai pas détecté, mais je me suis souvent posé la question, ayant été confrontée à beaucoup d'amis qui l'étaient. Et
je pense très, très sincèrement que si c'était le cas, j'accepterais mes enfants de la même manière. J'aurais 2 filles au lieu d'une et 2 fils au lieu d'un, point barre. C'est un choix, je crois, d'ouverture. C'est un choix de... Tout dépend à l'aune de quoi tu mesures le couple. Est-ce que tu mesures à l'aune de l'amour, du bien-être, du respect, de la créativité? Je suis artiste, j'ai passé 15 ans dans l'art, je suis peintre, je suis sculpteur, j'ai la chance d'avoir un profil qu'on appelle créateur. Dans les profils de Roger Hamilton, je suis créateur. Les créateurs sont des gens qui sont en permanence en train de créer du vivant. Donc, ça fait partie du vivant. Pour moi, c'est même pas une question sociale. C'est, point. Ma question, c'est plutôt, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont assortis? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a une belle dynamique? Je vais aller plus loin. Quand on voit Gainsbourg, j'adore Gainsbourg. Gainsbourg était un homme complètement dévoyé, profondément artiste. Il n'était pas homosexuel, mais les Incest, etc. On voyait que c'était un homme qui passait les bandes sans arrêt. Qu'est-ce qu'une mère d'un Gainsbourg peut ressentir? Comment on vit des gens qui sont dans ces sphères de tout possible? Et je pense que tout est une question de comment tu regardes l'autre dans sa richesse. Et moi, c'est l'angle que j'ai toujours choisi. Voir la richesse de l'autre. Alors, qu'il soit homosexuel ou pas, c'est un des 100 paramètres de la personne. Ce n'est qu'un des paramètres. C'est tout. Je dirais, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas... Ok, bah, merci, moi je suis peintre. Ah bon, t'es homo, je suis peintre. C'est aussi... Pour moi, c'est aussi simple et voilà quoi. Parce que, en fait, tu sais, si des jeunes nous écoutent, parce que c'est aussi, je pense aussi beaucoup aux jeunes, hein, Oui, il y a des jeunes qui pourraient écouter l'interview, et je souhaite qu'il y ait des jeunes qui écoutent l'interview. Et bon, il faut savoir aussi qu'il y a des suicides hein, chez des personnes qui bien sûr. les homosexuels parce elles vont être rejetées, parce qu'à l'école, c'est infernal. Alors, on peut se suicider pour beaucoup de raisons, mais du coup, j'aimerais bien que si un jeune écoute l'interview, qu'il se reconnaît là-dedans, ben, qu'il puisse se dire qu'en fait, il y a de l'espoir et qu'il pourra vivre un couple épanoui et qu'il pourra vivre sa vie comme il l'entend, quoi. C'est ça que je veux. Protégez votre bulle des... Moi, je dirais, mais c'est valable pour tout. Protégez toujours votre bulle des négatifs, quels qu'ils soient. Si c'est vos parents, c'est vos parents, mais protégez votre bulle. Protégez, mettez en priorité qui vous êtes vraiment. Mettez-vous en harmonie avec qui vous êtes et coupez les liens provisoirement qui vous défont, qui vous détruisent. Notre seul objectif, c'est d'être vraiment nous-mêmes, quel que ce soit ce que l'on est. Absolument. S'il y a des influences négatives, repoussez-les, comme on a fait avec Christophe au début. Les gens disent, tu vas t'enquiquiner avec lui, tu te rends pas compte, c'est pas l'homme de ta vie. Papa. Mais moi, je sais que c'est lui. Ma mère, au contraire, m'avait dit, tu verras, c'est un diamant, cet homme. Les autres ne voient que la pierre brute, tu vas voir, c'est un pur diamant. Ce qui était vrai. Mais j'ai eu cette intelligence, et je pense que ça aurait été pareil si ça avait été dans l'homosexualité ou autre, c'est de dire, je coupe ceux qui ne peuvent pas comprendre qui je suis. Schluss. Et si c'est des proches, ben tant pis, too bad. Là-dessus, je suis assez radicale. Oui, Voilà. Et je cherche, dans ce cas-là, mes appuis dans les communautés de gens qui sont dans la même famille d'ouverture, de respect, de création, voilà. ok. Top. Voilà. Et j'ai jamais eu à parler de ce sujet, donc tu vois, ça va être amusant. Ah, mais avec moi, c'est toujours du nouveau, hein. Moi, j'aime bien ce qui est nouveau. J'aime pas ce qui est le fait et le refait. On le voit partout. Mais ne laissez pas les gens vous empêcher d'être qui vous êtes. C'est ça. Quel que soit, faites, soyez, et on ferme la porte en travaux. Non, non, là, tu rentres pas, c'est pas ton chantier. C'est tout. C'est ça, exactement. Il faut être radical là-dessus. Du coup, on dit, alors on dit, hein, je n'y crois pas une seconde, mais on dit que l'amour dure 3 ans. En fait, je pense que c'est la chimie qui dure 3 ans. On en a parlé aussi avant l'interview. Oh. C'est Est-ce Bec BD qui dit ça, c'est Frédéric. Oh, mais lui, c'est un personnage. J'aime beaucoup ce garçon. est-ce que tu penses Je répondrais. amoureux Est-ce que tu penses qu'on peut être amoureux toute sa vie? Ça fait 33 ans du coup que tu es avec ton mari. Est-ce qu'on peut aimer Alors, et être amoureux de la même façon, en tout cas avec cette intensité qu'on recherche quelque part tous quand on est en couple? Au début, c'est très gai, tu as les papillons dans le ventre, tu as la joie d'être avec la personne. Est-ce que tu penses, est-ce que tu vis surtout dans ton expérience que on peut être amoureux toute sa vie de la même personne? je le vis rarement. Je l'ai vu en tout cas, dans ma lignée, c'était le cas.
je vais te donner les petites clés après. Moi, je me souviens que papa, ça a commencé à, je parlais de maman, 16 ans, elle rencontre papa, foudre, il a 21 ans, il est officier, il est beau comme un dieu, sera un amour sans lendemain. Ils sont très amoureux, papillon dans le ventre et tout, et ils partent au Maroc. Et on va rembobiner 70 ans plus tard. Il a 88 ans, maman donc 83. On est dans un restaurant tous les trois. Il la regarde, il me regarde, il la regarde. Doudou, comment j'ai fait pour avoir une femme aussi belle? Plus de 70 ans après. J'ai vu ce couple avec des moments de déchirement, des moments de guerre et des moments de grand amour et de papillon dans le ventre. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et pour revenir à ma propre histoire, après, je parlerai des gens que je connais, mais j'en connais très, très peu. Très, très peu. Je dirais, si l'amour dure 3 ans, signons des baux renouvelables. Moi, j'aime bien l'idée d'un bail renouvelable. D'ailleurs, dans un de mes programmes, il y a la valise en bas de l'escalier. On est libre de partir à chaque instant. La valise est là. C'est important de considérer que l'un et l'autre peuvent partir. Ça accentue l'attention, la vigilance. C'est ça. Donc ça fait partie, moi, de mes règles. La valise en bas de l'escalier. Et justement, par rapport à ça, c'est très important ce que tu dis parce que j'ai l'impression, et je l'ai vécu personnellement parce que je suis en phase de séparation, j'ai l'impression que quand on vit avec quelqu'un et que finalement on est presque H24 avec la personne parce que la vie fait qu'on peut collaborer avec la personne, on peut travailler ensemble, on peut avoir des projets ensemble, on vit dans Ça un use. appartement, voilà. Et donc on a parfois le sentiment qui est illusoire, hein, parce que finalement personne n'appartient à personne et rien n'est acquis, mais tu peux avoir le sentiment comme ça que c'est acquis. Et j'ai l'impression que c'est là que tout finalement commence à perdre sa saveur, et que c'est là que la relation finalement n'a plus beaucoup de... Oui, oui. Tu vois, c'est l'histoire du yin et du yang. Il faut aussi avoir des univers séparés. C'est ça. Pour pas être dans le zébré ou le gris. Moi, tu vois, par exemple, quand j'ai ce que j'appelle aussi les territoires non négociables. Pour moi, le non négociable, c'était que je voulais un appartement à moi à Paris, puisqu'on vit près de La Rochelle. Quand on est venu vivre en province, j'ai dit OK, mais je veux un appartement à moi, à mon nom. Et je me suis acheté un petit appartement, un petit truc à Paris pour avoir ma zone. Et j'avais dit à Christophe en riant, 1 semaine de liberté chaque mois où tu me demandes ni pour qui, ni avec qui, ni pourquoi. Je pars toutes les semaines un mois. C'est mon forfait liberté. En fait, c'était mon forfait désir. Et je pense que c'est important d'avoir des jardins secrets. Je pense que c'est important d'avoir des moments à soi, des lieux à soi, et se donner les moyens. Parce qu'on peut dire, ah, moi, j'ai pas les moyens. On se les donne, les moyens. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à nos désirs quand on est vraiment ancré, aligné dans notre puissance. Et moi, j'ai toujours ce petit appart que maintenant je prête à mes enfants quand ils sont là, etc. Mais ça fait partie des clés. Tu vois, c'est aussi avoir des espaces. Parce que pour que l'amour dure plus que 3 ans, enfin, d'abord, l'amour peut durer une vie. Mais l'état amoureux, c'est des sursauts. Là, on était en Namibie il y a 1 mois où je devais faire ma conférence sur la zone de génie. C'est annulé avec le coronavirus, mais on se retrouve finalement en vacances, tous les deux, avec 2 amis. Et le voyant dans son côté Bruce Class, à passer les guets avec des 4x4 dans l'Afrique, dans le réseau, dans les déserts, etc., je voyais le mal, son côté Bruce Class, aventurier, Indiana Jones, j'avais des papillons dans le ventre. Plus que certains matins ou en se levant, après, souvent, voilà. Mais j'avais des papillons dans le ventre. Waouh! Ah oui, quand même, là. Et donc ça pourrait être une clé, ça, justement, de garder cette forme de... Parce que du coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je me suis dit que pour mon prochain couple, je voudrais garder mon espace personnel, avoir mon propre appartement, justement. Ah, c'est Et important. je me disais, tiens, est-ce que ça peut être une clé de longévité? Parce que quelque part, à un moment donné, on a quand même besoin, comme tu disais, hein, chacun finalement a sa personnalité propre. On peut avoir pas mal de choses en commun, mais on a quand même chacun une personnalité qui est propre, des valeurs qui sont Et différentes. heureusement, sinon il n'y a pas de dynamique. Hein. C'est ça, et Et aussi. oui. Et donc, du coup, le fait d'avoir son propre chez-soi, idéalement avoir chacun son appartement et puis se retrouver voilà, quand on a envie, ou vivre peut-être dans une maison, mais avoir peut-être chacun son propre chez-soi, ça peut être une clé de longévité, du coup. Tu es peut-être trop jeune pour avoir connu ce couple fameux qui était Michel Morgan et Gérard Houry. Quand ils parlaient de, ou alors il y a eu Macha Merrill et Michel Legrand. Ce sont des couples qui ont une très grande longévité et qui ont des longs moments où ils étaient séparés ou des longs moments où ils vivaient, ils avaient 2 appartements.
je crois beaucoup, nous on a la chance d'avoir un lieu qui est déjà très grand, où j'ai un atelier séparé de la propriété et j'ai mon petit truc à Paris. Mais je veux dire, papa, par exemple, il avait un étage complet de la maison pour lui, pour bricoler. Et quand maman commençait à lui courir le haricot, hop, il descendait, on voyait plus pendant 4 heures. Tu vois, c'est important de se créer des espaces juste à soi. Et il y a souvent quand je fais travailler ces femmes sur l'amoureuse, je les fais revisiter aussi le couple de leurs parents. Parce que c'est intéressant comme ce sont écrits des histoires devant nos yeux. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Quelle est la position de l'un par rapport à l'autre? Est-ce qu'ils ont manifesté leur amour? Est-ce qu'ils étaient plutôt des taiseux? Est-ce que c'était dans la tension, la frustration? Est-ce qu'ils se sont vraiment choisis? Est-ce que se sont conservés par choix ou par habitude? Tu vois, les couples dont nous sommes issus aussi peuvent raconter une partie de notre histoire, ou en tout cas de la vision qu'on a. Et s'en libérer, le regarder, dire ok, c'est la leur, mais qu'est-ce que je prends dedans et qu'est-ce que je rejette? C'est trier, c'est très important. Bien sûr. Et est-ce que tu aurais pu, du coup, si on refait l'histoire en arrière, est-ce que tu penses que tu aurais pu rester 33 ans et le reste du temps qui va suivre avec le même homme si tu n'avais pas eu ton appartement? Vous viviez tout le temps ensemble dans le même espace. Est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir cette relation? Quand je n'avais pas mon appartement, je voyageais, je partais. Il m'a épousée, j'avais la direction monde pour 2 lignes de produits Yves Saint Laurent à l'époque. Donc, de toute façon, je partais, je bougeais. Donc, moi, dans mon ADN de petite fille, de jeune fille, de jeune femme, il y avait l'indépendance. Pour moi, la liberté et l'indépendance sont une valeur phare. Donc, l'appartement était un des formats. Mais sinon, je partais une semaine avec des amis à Istanbul ou ailleurs. J'ai toujours... On peut revisiter son indépendance de tellement de manières, tu vois. Moi, j'ai choisi l'appartement parce que ça me semblait important d'avoir mon pied-à-terre à Paris. Mais j'ai toujours, aussi loin que je me souvienne, à chaque fois qu'on a acheté une maison ensemble, parce qu'on a eu plusieurs au fil du temps, on a déménagé, j'ai dit, moi, je veux un étage pour moi. Héritage de mon père, peut-être. J'avais mon atelier, parce que j'étais peintre, comme c'est un de mes métiers. Je disais en arrivant, d'accord, mais dans cette maison, on prévoit un étage où je peux peindre. C'est-à-dire, j'ai posé mes conditions. Parce que c'était moi qui avais cet ADN-là. Lui était issu d'un couple épouvantable, c'était l'inverse. Lui, il n'avait pas de modèle de couple. Couple séparé très tôt, enfin, c'était un couple très compliqué. C'est sa mère qui a vraiment tout mené, pas de modèle de père. Et lui, c'était l'anti-modèle, c'était tout sauf ça. Moi, c'était m'appuyer, j'ai compris ce qui me plaisait dans le couple de mes parents, pas tout, hein, il y a des choses que j'ai pas prises évidemment, mais lui c'était surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc on voit, on peut aussi se construire contre. Lui c'était le contre-exemple. La famille est essentielle et c'est ce qu'on a créé. Donc c'est aussi les valeurs, tu vois. Et après chacun va trouver sa manière de vivre son indépendance. Ça peut être si on n'a pas encore les moyens, quand on est jeune, on n'a pas forcément les moyens d'avoir 2 lieux, je peux le comprendre. Moi, par exemple, j'ai toujours dit, j'aurai une femme de ménage. Ça fait partie, j'aurai un budget ménage. C'est un budget où pendant que quelqu'un fait le ménage, moi, je peux faire, hop, je me balade, je fais mes trucs à moi. J'ai toujours sauvegardé mon égoïsme. Parce que cet égoïsme, c'est cet espace personnel que je m'autorise pour quand je reviens dans la cellule, amoureuse ou familiale, je reviens pleine. Et j'ai favorisé le sien. C'est ça ta passion, mais vas-y, va. C'est ça. C'est favoriser aussi ces bulles chez l'autre. Ne pas avoir peur de perdre. C'est en n'ayant pas peur de perdre que l'on gagne la relation. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de peur. Au contraire, plus tu permets à l'autre d'être lui-même, plus tu es grand à ses yeux. C'est ça qui est extraordinaire. Tu donnes, tu ouvres et tu prends ta part. C'est un équilibre, c'est un mouvement, c'est le yin et le yang, tu vois. Il y a une dynamique. C'est ça. Super, super Edith. Et pour terminer, on va faire une petite question croustillante sur la sexualité, si tu veux bien. Quelle est la place de la sexualité dans un couple? Comment est-ce qu'on peut, alors clairement, hein, désirer la même personne pendant toute une vie, ou en tout cas pendant de longues, longues années, parce que parfois on peut avoir l'impression
c'est toujours la même personne au final. Est-ce que la sexualité a vraiment un rôle important dans le couple? Parce que je connais des personnes, par exemple, qui sont ensemble depuis des années, hein, depuis plus de 15 ans, et qui n'ont plus de sexualité, et donc ça leur convient tous les deux, en tout cas d'apparence. Est-ce que tu penses que c'est indispensable pour être en couple amoureux, ou est-ce que ce n'est pas si important que ça, la sexualité, ou est-ce que ça dépend de chaque personne au final? Quel est ton avis par rapport à C'est quand même un formidable dessert. Hein. Pourquoi se priver de dessert, hein? C'est une réponse qui est croustillante, mais qui est beaucoup plus complexe. Tu sais, un de mes meilleurs programmes, c'est Happy Sex, réveiller l'amoureuse en vous. Ça dépend de tellement de paramètres. Souvent, ce que je dis, c'est que une sexualité qui est mal vécue ou une absence de sexualité, c'est comme la face visible de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un symptôme. On peut avoir moins de sexualité à certains moments parce qu'on est plus fatigué, parce qu'on est pris par d'autres choses, ou parce qu'il y a vraiment plus de désir, ou parce qu'il y a même de l'anti-désir, ou parce que le couple, quelque part, ne fonctionne plus. Donc, il y a tellement, tu sais, il n'y a pas une réponse. Il y a des gens, moi j'ai parmi les gens que j'ai suivis ou que je connais depuis des années, et puis au bout d'un moment, il y en a une justement qui a demandé que je la coach là-dessus, mais elle me dit, voilà, pendant 15 ans, c'était merveilleux. Ensuite, depuis 10 ans, il n'y a plus. Et maintenant, moi, ça commence à me manquer, mais lui, il n'a plus envie. Il y a pendant 10 ans, ça leur convenait. OK, ils sont passés, il y avait la tendresse, des gestes, suffisamment de choses. Et puis, du coup, il y en a un qui se réveille. Ah ouais, mais moi, ça me manque maintenant. Là, il y a problème. Ça dépend comment on le ressent, comment on le vit. Et puis, encore une fois, c'est souvent un symptôme d'autre chose. Donc, ça peut être simplement une baisse de libido et d'énergie, mais parfois, c'est symptôme que j'ai plus envie de lui du tout, mais finalement, il m'agace profondément. Je m'enquiquine avec lui. C'est un symptôme, mais rien ne vaut une belle sexualité bien pétillante. C'est sûr. Rien ne vaut, c'est quand même bon, quoi. Super. Merci beaucoup, Edith, en tout cas, pour cette interview. C'était vraiment très chouette de t'avoir sur ce sujet. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Comment est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut te contacter si jamais des personnes Alors, tu pourras mettre les liens en dessous, mais je dirais, j'ai deux angles. J'ai mon angle de mentor, où c'est edithlassia.com, sur lequel on peut me retrouver comme mentor, coach, et j'ai des masterclass, etc. Mastermind. Et puis après, j'ai créé un site qui s'appelle Happy Life Lab, happy-life-lab.com, dans lequel il y a tous mes programmes en ligne. Et puis, ça fait 6 ans que je suis sur le web. J'ai des programmes sur la sexualité, réveiller l'amoureuse, amour toujours, sur les croyances limitantes. Donc là, on va aller voir la boutique de mes programmes en ligne. Et puis l'été, l'université du soi où j'accueille des experts, 7 experts tous les étés. Pendant les 2 mois, on a des expertises sur les sujets de la puissance féminine. C'est-à-dire comment être des femmes qui prenons vraiment notre place dans le monde. Toi, tu travailles sur la mission de vie, sur la mission, mais on prend vraiment notre place, notre vraie place, notre bonne place. Et comment on peut se faire aider pour aller trouver là où on est, notre zone de génie, notre véritable talent, là où notre histoire, nos compétences sont en pleine résonance pour aider les gens. Donc, edithlassia.com, happy-life-lab.com. Avec ça, je suis très visible. Puis si vous tapez Edith Lassia, vous en avez des pages Google. Voilà. Super, merci beaucoup Edith. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas pour nous le dire, hein, parce que c'est le seul moyen de le savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Partagez la vidéo autour de vous à des personnes qui ont des difficultés à être en couple, qui se posent les mêmes questions que j'ai pu partager. Et voilà. Et comme vous savez, vous avez toujours un lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire à une session d'équipe que je vous offre de 30 minutes pour vous aider à oser changer de vie, pour vous aider à vaincre vos peurs de passer à l'action. Merci Edith et je te dis à très bientôt.